Ses doigts agrippaient encore le papier taché d'encre quand on la trouva sur les berges de la Vesle. Dans les yeux ouverts d'Anne, la terreur de celle qui en avait trop vu dans les livres de contes de l'élite rémoise. Certains secrets coûtent plus cher que l'argent. Le brouillard ne s'était pas encore dissipé lorsque les lavandières trouvèrent le corps. Allongée sur le ventre, dans la boue des berges de la Vesle, Anne Mendoza semblait étreindre la terre humide, comme si elle y cherchait un ultime refuge. Ses cheveux noirs, toujours soigneusement noués en un chignon discret, s'étalaient maintenant en désordre sur son visage enflé. Ses mains habiles, qui cousaient les plus fins tissus pour l'élite rémoise, étaient maculées d'une encre bleu nuit, les doigts crispés comme si elle s'agrippait encore à quelque chose d'inestimable qu'on lui avait arraché. Sa robe simple, mais impeccablement cousue par elle-même, était déchirée en plusieurs endroits, témoignant de la violence de la lutte qui avait précédé sa mort. Les marques violacées sur son cou racontaient l'histoire finale. Anne avait été étranglée avec une force brutale, probablement par de grandes et fortes mains masculines, comme le constaterait plus tard le médecin légiste. Le commissaire de police Auguste Meunier arriva sur les lieux 1 heure plus tard, accompagné du greffier et de 2 agents. L'inspecteur principal Joachim Antoine ne serait appelé que lorsque l'identité de la victime fut confirmée. Et quand il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'un autre crime banal impliquant des prostituées ou des ivrognes qui fréquentaient les tavernes près de la rivière. Anne était connue, respectée et travaillait pour certaines des familles les plus puissantes de Reims. Sa mort ne pouvait être traitée comme une affaire ordinaire. La nouvelle se répandit rapidement dans les ruelles du quartier Clermarais, où Anne habitait avec sa tante Carmela, une dame d'origine portugaise qui l'avait élevée depuis ses 5 ans, après la mort de ses parents, emportés par la tuberculose. Les voisins se rassemblèrent devant la modeste maison de la couturière, murmurant des théories et exprimant un choc sincère. Anne était appréciée dans le quartier, discrète et travailleuse, toujours prête à faire de petites retouches sur les vêtements des voisines sans rien demander, malgré son temps précieux. Comment quelqu'un d'aussi doux pouvait-il connaître une fin si tragique ? Pendant ce temps, au commissariat central, le corps d'art était examiné avec une attention inhabituelle. Le médecin légiste, le docteur Fabrice Couturier, travaillait sous le regard attentif de l'inspecteur Antoine, un homme d'une 40aine d'années, aux moustaches grisonnantes et à la réputation d'incorruptible, une qualité rare dans la police rémoise de l'époque. Lorsque le médecin montra les taches d'encre sur les mains de la victime, Préserve la maison d'Anne ordonna immédiatement que des échantillons soient prélevés. Cette encre n'était pas commune. Sa teinte et sa consistance la rendaient distincte, utilisée principalement pour les documents officiels et bancaires. Dans la maison d'Anne, les policiers trouvèrent une chambre méticuleusement rangée, où un mannequin de couture trônait près de la fenêtre. Au mur, des coupures de magazines de mode parisiens montraient les derniers modèles. Sur un petit bureau, des carnets de notes méticuleuses consignaient les mesures de ses clientes, les types de tissus et les dates d'essayage. Mais l'un de ces carnets attira particulièrement l'attention de l'inspecteur. En plus des notes sur les robes, il contenait des registres cryptiques, des chiffres et des initiales qui semblaient indiquer bien plus que de simples ajustements de vêtements. La tante Carmela, en larmes, raconta comment Anne avait changé ces derniers mois. Elle était devenue plus réservée, soucieuse. Parfois, elle rentrait tard des maisons de ses clientes, avec des cernes profonds et un regard lointain. 2 semaines auparavant, elle avait mentionné quelque chose à propos de papiers importants et d'une décision difficile qu'elle devrait prendre. La veille de sa mort,
Anne avait reçu un visiteur inhabituel, un homme bien vêtu, arrivé dans une automobile de luxe, qui avait brièvement parlé avec elle sur le pas de la porte, lui remettant une enveloppe. Après le départ de l'homme, Anne s'était enfermée dans sa chambre et était restée éveillée tard, écrivant frénétiquement. Carmela s'était endormie au son de la plume grattant le papier. Au matin, sa nièce était déjà partie, emportant avec elle une serviette qu'elle gardait précieusement. L'inspecteur Antoine retourna sur les lieux où le corps avait été trouvé. En suivant la berge, il découvrit, partiellement submergé dans la boue, une feuille de papier portant des marques d'encre identiques à celles trouvées sur les mains d'Anne. Le document était endommagé par l'eau, mais il était encore possible de distinguer une partie d'un tableau avec des valeurs significatives et ce qui semblait être un timbre officiel partiellement visible. À côté du papier, un bouton de manchette en or gravé des initiales CPM, un objet appartenant clairement à quelqu'un de riche. Tandis que le soleil de juillet se couchait sur Reims, l'inspecteur Antoine s'assit dans son bureau, analysant les quelques preuves recueillies. Le carnet d'Anne, le papier trouvé dans la rivière, le luxueux bouton de manchette, tout suggérait que la simple couturière s'était retrouvée mêlée à quelque chose de bien plus grand que des ajustements de robes et de tenues de soirée. L'encre sur ses mains était un indice particulièrement troublant, car elle correspondait exactement au type utilisé pour l'impression des fameux bons de dette, des documents officiels émis par l'État pour financer l'expansion des grandes maisons de champagne dans la région. Le lendemain matin, Antoine commença à visiter les résidences des clientes d'Anne, en commençant par la maison des Arnaud-Pruvot, sur le boulevard Landy. Il fut reçu avec une froideur calculée par la matriarche de la famille, qui exprima un choc contenu face à la mort de la couturière. Bu parut mal à l'aise lorsqu'on lui demanda quand Anne était venue pour la dernière fois. Elle nia catégoriquement que la jeune femme ait eu accès à un quelconque document familial ou commercial, insistant sur le fait qu'elle travaillait toujours sous surveillance dans les appartements des femmes. Cependant, l'une des employées, interrogée séparément, révéla qu'Anne était souvent laissée seule pendant de longues périodes, y compris à proximité du bureau du patriarche de la famille. La visite suivante fut à l'hôtel particulier des quartiers Monnier, où le malaise face à la présence policière fut encore plus évident. Le banquier Charles-Pierre Monnier, dont les initiales coïncidaient avec celles du bouton de manchette, refusa d'abord de recevoir l'inspecteur, envoyant son avocat pour gérer l'affaire. Quand il consentit finalement à un bref entretien, il nia avec véhémence s'être rendu chez Anne la veille de sa mort, prétendant avoir été à une réunion d'affaires au cercle de la Société des courses jusqu'à une heure tardive. Curieusement, l'un des boutons de sa veste ne semblait pas parfaitement assorti aux autres. De retour au commissariat, Antoine trouva sur son bureau une enveloppe contenant un billet anonyme. Le message était direct et alarmant. La couturière a vu ce qu'il ne fallait pas dans les registres. Les bons ne doivent pas être révélés. Classez cette enquête si vous tenez à votre carrière et à votre vie. Joint au billet, une liste détaillée de ses dettes personnelles et l'adresse de l'école où étudiait sa fille. Le message était clair. Quelqu'un de puissant voulait que l'affaire soit classée immédiatement. Cette nuit-là, au lieu de rentrer chez lui, l'inspecteur Antoine s'enferma dans son bureau, étalant sur la table toutes les preuves recueillies. Peu à peu, un schéma commença à émerger. Les chiffres dans les carnets d'Anne semblaient correspondre à des valeurs enregistrées dans des documents officiels du Trésor public. Les initiales notées coïncidaient avec des noms de figures éminentes de la société rémoise.
Et les mystérieux bons de dette apparaissaient à plusieurs reprises dans ses notes, toujours accompagnés de points d'interrogation et de calculs élaborés. Ce qu'Anne avait découvert était potentiellement explosif, quelque chose capable d'ébranler les fondements de l'économie et de la politique rémoise. Quelque chose pour lequel il valait la peine de tuer une simple couturière. Et maintenant, alors que la ville dormait, l'inspecteur Joachim Antoine réalisait que sa propre vie était également en danger. Mais, contrairement à Anne, il n'était pas seul. Et il n'avait pas l'intention de mourir sans avoir d'abord exposé la vérité qu'elle avait découverte avec ses mains habiles de couturière. L'aube apporta des nouvelles inattendues. L'inspecteur Joachim Antoine fut convoqué au cabinet du préfet de police avant même de pouvoir retourner à l'hôtel particulier des quartiers Monnier pour un second interrogatoire. La rencontre dura moins de 15 minutes. En sortant du bureau, Antoine portait une enveloppe officielle contenant son ordre de transfert immédiat pour Brest à des centaines de kilomètres de la capitale. La justification était vague. Besoin urgent d'un enquêteur expérimenté pour gérer des conflits entre les grands propriétaires terriens et les ouvriers agricoles. Ces objections furent accueillies par un ultimatum clair, accepter le transfert ou rendre son insigne. Le jour même, l'inspecteur Théodore Sampey reprit l'affaire Anne Mendoza. Grand, imposant, avec des yeux froids qui soutenaient rarement le regard des autres, Sampey était connu dans les cercles policiers pour sa loyauté inébranlable envers ses supérieurs et sa capacité à résoudre des cas compliqués avec une rapidité surprenante. Sa première action fut d'ordonner le transfert de toutes les preuves dans son bureau privé. La seconde fut de renvoyer la moitié de l'équipe qui travaillait sur l'enquête, les remplaçant par des hommes de sa confiance. Lorsque le greffier Baptiste, qui avait travaillé avec Antoine pendant 8 ans, questionna discrètement la nouvelle direction des investigations, il fut immédiatement rétrogradé et envoyé enregistrer des plaintes pour vols à l'étalage dans un commissariat de quartier. Le message était clair pour tous ceux qui restaient. Le silence absolu était la seule option sûre. Le lendemain matin, des rumeurs couraient dans les couloirs du commissariat central. Les carnets d'Anne avaient disparu des scellés. Le papier trouvé sur les berges de la Vesle ne figurait plus dans les registres officiels. Le bouton de manchette avec les initiales CPM avait été classé comme sans rapport avec l'affaire et restitué à son prétendu propriétaire. En moins de 48 heures, l'enquête méticuleuse d'Antoine avait été complètement démantelée. Pendant ce temps, dans le quartier Clermarais, la maison d'Anne recevait des visiteurs inattendus. 3 hommes, s'identifiant vaguement comme des agents du gouvernement, fouillèrent chaque recoin de la résidence, emportant tous les carnets et papiers restants. La tante Carmela observa, impuissante, des décennies de souvenirs de famille être confisqués sans explication ni reçu. Lorsqu'elle osa protester, elle fut brutalement poussée contre le mur, ce qui lui valut un bras cassé qui ne serait jamais correctement soigné. Le matin du 3e jour après le départ d'Antoine, un homme fut arrêté au marché central. Vittorio Emanuele, un immigré italien de 27 ans, travaillait comme ébéniste dans un petit atelier familial et effectuait occasionnellement des réparations de meubles dans le voisinage, y compris chez Anne. Selon le rapport de police signé par Sampey, des témoins anonymes avaient vu Vittorio discuter vivement avec Anne 2 jours avant sa mort. Dans son hangar, on aurait trouvé des morceaux de tissu prétendument compatibles avec la robe déchirée de la victime et un flacon d'encre semblable à celle trouvée sur les mains de la couturière. Le procès de Vittorio fut extraordinairement rapide, même pour les normes de l'époque. En moins de 3 semaines, il fut déclaré coupable et condamné à 30 ans de travaux forcés.
Pendant tout le procès, il clama son innocence, affirmant que la dispute vue par les témoins portait sur le prix d'une étagère qu'Anne avait commandée, et que les chutes de tissu dans son atelier étaient des restes qu'elle-même lui avait donnés pour rembourrer de petits tabourets. Quant à l'encre, il affirma qu'il l'utilisait pour marquer des mesures sur le bois. Personne n'écouta ses explications. Son avocat, un jeune homme inexpérimenté commis d'office, put à peine articuler une défense cohérente avant que le verdict ne soit annoncé. Alors que la justice officielle célébrait la résolution rapide de l'affaire, un jeune reporter du Courrier de Reims, Claude Bonin, commençait à tisser des liens troublants. Dans une série d'articles apparemment sans rapport sur l'administration publique, il inséra de subtiles mentions à des fonctionnaires du Trésor public récemment décédés dans des circonstances mystérieuses. Le comptable, Auguste Ferreira, retrouvé pendu dans son bureau 2 semaines avant la mort d'Anne. L'inspecteur des impôts, Renato Campos, écrasé par un tramway après avoir prétendument trébuché sur le quai. Le comptable, Auguste Ferreira, retrouvé pendu dans son bureau 2 semaines avant la mort d'Anne. L'inspecteur des impôts, Renato Campos, écrasé par un tramway après avoir prétendument trébuché sur le quai. L'archiviste Joaquim Silveira, victime d'une agression brutale qui entraîna sa mort par passage à tabac, un crime pour lequel personne ne serait jamais arrêté. Dans le 4e article de la série, Bonin devint plus audacieux, mentionnant explicitement les bons de dette et suggérant l'existence d'irrégularités dans l'émission de ces documents. Dans le même paragraphe, pour la première fois, il cita le nom d'Anne Mendoza, remettant en question la rapidité avec laquelle son cas avait été résolu et le transfert abrupt de l'inspecteur Antoine. Le lendemain de la publication, le journaliste reçut 2 visites dans son petit appartement du centre-ville. La première, un messager lui livrant une enveloppe épaisse contenant une somme d'argent substantielle et un billet de bateau pour le Portugal, avec une note suggérant qu'un long voyage serait bénéfique pour sa santé. La seconde, quelques heures plus tard, 2 hommes qui ne s'identifièrent pas, mais firent clairement comprendre que l'offre précédente n'était pas négociable. Bonin avait 24 heures pour quitter Reims ou subir des conséquences irréversibles. Au lieu de fuir, le journaliste passa la nuit à rédiger son article le plus explosif. Utilisant des informations obtenues par un contact anonyme au Trésor public, il détailla un schéma complexe de détournement de fonds publics à travers les bons de dette, nommant explicitement 5 des familles les plus puissantes de Reims comme bénéficiaires. Le manuscrit n'arriverait jamais à la rédaction. Le lendemain matin, un incendie dévastateur consuma l'immeuble du Courrier de Reims, détruisant toutes les archives du journal. Parmi les décombres, aucune trace de Claude Bonin ne fut retrouvée. 3 mois après la mort d'Anne, plus personne ne parlait de couturières assassinées ou de bons de dette à Reims. La ville suivait son cours implacable de progrès et d'oubli. Tandis que de nouveaux hôtels particuliers surgissaient sur le boulevard Lundy, l'inspecteur Joachim Antoine mourait d'une fièvre soudaine à Brest, une mort bien trop rapide pour un homme de sa constitution. Sa famille fut généreusement dédommagée par le gouvernement, recevant une pension confortable et une aide pour que sa fille puisse étudier en Suisse. Une offre qu'ils acceptèrent sans poser de questions, quittant la France à la première occasion. Les cendres du Courrier de Reims étaient encore chaudes lorsque les autres journaux de la ville publièrent des notes presque identiques déplorant l'incendie, attribué à une défaillance électrique du système récemment installé. Aucune mention ne fut faite de la disparition de Claude Bonin. Ses confrères, interrogés, détournaient le regard et changeaient de sujet avec un malaise palpable. En moins d'1 semaine, c'était comme si le journaliste n'avait jamais existé. Son petit appartement fut vidé, ses affaires disparurent,
et le propriétaire de l'immeuble affirma que le logement était vacant depuis des mois, contredisant les voisins qui se souvenaient clairement du jeune reporter. À la prison de la Santé, où l'on transférait les criminels jugés les plus dangereux, Vittorio Emanuele déterrissait dans une cellule humide et mal ventilée. Sa santé, autrefois robuste, se détériorait rapidement. Les recours préparés par sa famille, qui avait vendu ses maigres biens pour engager un avocat plus expérimenté, étaient systématiquement rejetés pour vice de procédure. Le nouveau défenseur, Maître Mendes, semblait de plus en plus pessimiste. Lors de sa dernière visite, il confia à Vittorio qu'il avait reçu des menaces voilées et retrouvé son cabinet cambriolé, des dossiers sans dessus-dessous et des documents liés à l'affaire de la couturière disparue. Un matin de janvier 1905, 6 mois seulement après sa condamnation, Vittorio fut retrouvé mort dans sa cellule. Le rapport officiel indiquait la fièvre typhoïde comme cause du décès, malgré les hématomes évidents sur son corps et le sang sous ses ongles, signe clair de lutte. Son corps fut remis à la famille dans un cercueil scellé, avec l'instruction expresse de ne pas l'ouvrir. Ses parents et ses frères, dévastés et terrorisés, suivirent l'ordre et l'enterrèrent dans le petit carré italien du cimetière du Nord. 2 semaines plus tard, l'ébénisterie familiale subit un mystérieux incendie au milieu de la nuit. Le message était limpide. Il était temps de partir et d'oublier. À la fin du mois, la famille Emanuele embarquait sur un navire pour l'Italie, n'emportant que les vêtements qu'ils portaient et l'amertume d'une injustice qui ne serait jamais réparée. Pendant ce temps, les rouages du pouvoir rémois récompensaient généreusement ceux qui avaient aidé à enterrer l'affaire. L'inspecteur Théodore Sampey fut promu directeur de la sûreté régionale, avec une augmentation de salaire substantielle qui lui permit de se faire construire une villa à Deauville. Le médecin légiste qui avait signé le rapport d'autopsie douteux d'Anne reçut la direction de l'Hôtel-Dieu, un poste traditionnellement réservé à des médecins ayant des décennies d'expérience, ce qu'il n'avait certainement pas. Les juges, greffiers et témoins clés du procès contre Vittorio prospéraient également de manière inexplicable dans les mois qui suivirent, avec des promotions, des contrats gouvernementaux et des invitations à intégrer des cercles sociaux qui leur étaient auparavant fermés. La seule voix qui osait encore remettre en question l'affaire était celle de Carmela, la tante d'Anne. Malgré son bras mal guéri et son âge avancé, la vieille dame parcourait inlassablement les cabinets d'avocats, les rédactions de journaux et les commissariats, portant les quelques photographies qu'elle avait réussi à cacher lors de l'invasion de sa maison. Personne ne la recevait. Les portes se fermaient avant même qu'elle ne puisse expliquer la raison de sa visite. Dans son obstination, elle alla jusqu'à aborder le préfet lui-même lors d'une cérémonie publique, avant d'être rapidement écartée par des gardes qui la traitèrent comme une folle gênante. 2 semaines après cet incident, les voisins remarquèrent son absence et alertèrent les autorités. Des policiers forcèrent la porte de sa maison et la trouvèrent dans un état confus, parlant de manière incohérente d'Anne, de documents et de conspiration. Elle fut déclarée folle et internée d'office à l'asile de Charenton, où elle resterait pendant les 12 années suivantes, lourdement médicamentée et soumise à des traitements expérimentaux par électrochoc. Lorsqu'elle fut finalement libérée en 1917, c'était une femme brisée, incapable de formuler des phrases complètes ou de reconnaître ses anciens voisins. Elle mourut quelques mois plus tard, seule, dans une chambre louée du même quartier où elle avait vécu avec sa nièce. Avec l'éloignement de Carmela, le dernier lien vivant avec Anne Mendoza était réduit au silence.
La conspiration du silence était achevée. Les bons de dette, quels que fussent leurs secrets, resteraient cachés aux yeux du public pendant des décennies. Les familles impliquées prospérèrent énormément, étendant leurs empires économiques au-delà des maisons de champagne, investissant dans les banques, les industries et, ironiquement, les journaux. Les noms Arnaud Pruvot, Cartier-Monnier et d'autres mentionnés dans les carnets perdus d'Anne devinrent synonymes de pouvoir et de respectabilité, avec des rues et des places baptisées en leur honneur. Le Reims de 1910 ressemblait déjà peu à la ville où Anne avait exercé son métier de couturière. Les automobiles avaient remplacé les calèches, des hôtels particuliers plus imposants dominaient le boulevard Lundy, et l'industrialisation accélérée transformait des quartiers entiers en centres de production frénétiques. La modernité balayait sous le tapis les histoires gênantes du passé récent, créant un récit officiel où il n'y avait pas de place pour les couturières assassinées ou les schémas de corruption. Au Trésor public, une réforme complète du système d'archivage entraîna la destruction de milliers de documents jugés obsolètes ou sans pertinence pour la mémoire institutionnelle. Les anciens fonctionnaires furent mis à la retraite d'office et remplacés par des jeunes gens recommandés par les mêmes familles qui dominaient la politique et l'économie. Le système des bons de dette fut officiellement abandonné, remplacé par des mécanismes de financement plus sophistiqués et moins traçables. Parfois, un étudiant en histoire économique ou un journaliste plus curieux trouvait des mentions de ces mystérieux bons dans d'anciennes publications. Mais les tentatives d'approfondissement se heurtaient toujours au manque de documentation et à la réticence des institutions à discuter du sujet. L'affaire était devenue un fantôme, pressenti par beaucoup, vu par peu, prouvé par personne. En 1920, lorsque le dernier des individus directement impliqués dans l'affaire, l'ex-inspecteur Théodore Sampey, mourut de cause naturelle dans sa luxurieuse résidence, entouré de sa famille et d'amis influents, l'histoire d'Anne semblait définitivement enterrée avec lui. Le secret des bons de dette et le sang versé pour le protéger étaient devenus les fondations invisibles sur lesquelles s'était érigée la puissance économique de Reims et, par extension, de la France. Comme des couches de peinture fraîche sur un mur taché, des décennies d'histoire officielle soigneusement construite recouvraient les traces de ce crime presque parfait. Presque. L'affaire Anne Monzora reste une cicatrice invisible dans l'histoire de Reims. Une simple couturière qui, avec du fil et des aiguilles, a cousu sans le vouloir les pièces d'un complot qui soutient encore aujourd'hui des fortunes et des pouvoirs. Le silence imposé sur son meurtre ne concernait pas seulement une femme, mais tout un système qui persiste dans les ombres de notre société. Quels secrets sont encore enfouis sous les fondations des hôtels particuliers que nous admirons? Combien d'autres Annes ont été réduites au silence au cours de notre histoire? Pendant que vous réfléchissez à ces questions, notre chaîne continue de déterrer les histoires que le pouvoir tente d'effacer. Merci de vous être plongé avec nous dans ce chapitre sombre de la France. À bientôt pour le prochain mystère qui, comme celui-ci, n'attend que le bon moment pour être mis en lumière.